Ils ont dit qu'ils me voulaient là. Ils juraient que ce ne serait plus pareil sans moi. Envole-toi, grand-mère. Ils ont dit, on te veut pour Thanksgiving. Alors, je l'ai fait. J'ai préparé le plat à tarte. J'ai préparé mon cardigan. J'ai emporté tout le reste de douceur qui me restait. Et puis j'ai attendu. J'étais à la porte 3A de l'aéroport de Minneapolis. Saint-Paul, debout sous le panneau d'arrivée, ma valise à roulettes à côté de moi, mon manteau soigneusement plié sur un bras. Des gens passaient avec des fleurs, des ballons, des petits enfants tenant des pancartes. Certains s'embrassaient, d'autres pleuraient. Tous étaient en train d'être réclamés. Je restais là, comme un paquet égaré. L'avion avait atterri 42 minutes auparavant. J'avais vérifié 2 fois. J'avais aussi relu 3 fois le message de ma belle-fille. On sera là. Les enfants ont hâte de te voir. Suivi d'un emoji cœur. J'avais envoyé une réponse. L'avion atterrit à 15h10. J'ai hâte de faire un câlin à tout le monde. Pas de réponse. J'ai gardé mon manteau plié, car il faisait chaud à l'intérieur. Je ne me suis pas assise, car j'avais l'impression qu'une fois assise, j'allais abandonner. Abandonner. Je ne voulais pas avoir l'air d'une femme oubliée. À un moment donné, mon téléphone a vibré. Pas un appel, pas même un SMS, une notification des réseaux sociaux. Mon cœur a accéléré. Non pas que ces choses-là m'importaient, mais parce que parfois, c'est là que ma famille poste des photos avant de penser à m'appeler. J'ai ouvert l'application. Ils étaient là. Tous. Mon fils Greg, dans le pull bleu marine que je lui ai envoyé l'année dernière. Sa femme Méline, le sourire aux lèvres et le teint hâlé comme toujours. Les enfants Elliot et Ruby se sont rassemblés autour d'une table avec des bougies, de la dinde, de la purée de pommes de terre. Une tarte qui n'était pas la mienne. Tous brandissaient des verres pour trinquer. La légende, maison pleine, cœur comble. Joyeux Thanksgiving. De notre famille à la vôtre. Mon regard parcourut à nouveau le cadre. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas de place. Pour moi à cette table. Je n'ai pas pleuré. Pas. Sur le moment. Je me suis juste retournée, j'ai enfilé mon manteau et j'ai commencé à sortir du terminal, en passant devant les taxis, les panneaux des navettes. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose, je n'attendrai pas qu'ils se souviennent de moi. 3 jours avant mon vol, Greg a appelé. Rien que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mon fils. N'appelle pas d'habitude. Sauf pour un anniversaire, une facture ou une raison. Mais, cette fois, sa voix était mielleuse. Trop joyeuse. Dis donc, maman. Tu fais quelque chose pour Thanksgiving? Je lui ai dit que je prévoyais de rester à la maison, de rôtir un petit poulet, peut-être de faire une tarte si mes mains coopéraient, et de regarder un vieux film. Rien d'extraordinaire, dis-je. Juste moi et la radio. Il marqua une pause, comme s'il calculait quelque chose. Eh bien, dit-il, les enfants demandaient de tes nouvelles. Ils pensaient que tu aimerais peut-être venir ici cette année. Tout le monde sera ensemble. Ça ne serait pas bien sans toi. Ce côté-là, ça ne serait pas bien sans toi. Ça m'a fait quelque chose. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie vraiment désirée nulle part. Nécessaire. Oui. Appelée, dépendante, mais pas désirée. Il y a une différence. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit que je trouverais un vol. Greg ne m'a pas proposé de réserver ou de me rembourser, et je n'ai rien demandé. J'avais encore l'enveloppe avec l'argent de Noël que j'avais mis de côté pour les urgences. Je pensais que c'était le cas. Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone un moment, les doigts encore crispés. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais sentie excitée. Ni inquiète, ni anxieuse, ni obligée, juste sincèrement excitée. La dernière fois que quelqu'un m'avait invitée sans rien demander, cela faisait des années. J'ai réservé le billet ce soir-là, j'ai trouvé un billet sans escale en promotion. J'ai même payé 12 $ de plus pour choisir un siège avec plus d'espace pour les jambes. C'était peut-être idiot, mais je me suis dit que si je devais traverser l'autre côté du pays, autant le faire avec un peu de confort. Le lendemain, je suis allée faire les magasins.
Pas seulement pour les cadeaux, cependant. J'ai acheté 2 livres pour les enfants et une boîte de truffes au chocolat noir que Méline aimait bien. Non, j'ai aussi acheté quelque chose pour moi. Un nouveau cardigan, bleu marine, en laine douce. Le genre qui tombe parfaitement sur les hanches et qui donne l'impression d'être à sa place, elle aussi. J'ai fait mes valises 3 jours à l'avance. J'ai vérifié la météo à Minneapolis, j'ai baissé le chauffage et j'ai sorti les poubelles tôt. Je n'ai pas prévenu mon groupe de bridge que je partais. Il poserait trop de questions. Et peut-être qu'une partie de moi ne voulait pas porter la poisse. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait dit « Viens, on te veut ». Je suis parti le matin de Thanksgiving. L'aéroport était bondé, plein de gens avec des valises à roulettes, des écouteurs, des oreillers en forme d'animaux. J'ai souri à un bébé de l'autre côté de l'allée. J'ai échangé un regard avec une autre femme plus âgée qui lisait un livre de poche. Toutes deux, les mains sur les genoux, avec des histoires à raconter. À l'atterrissage, j'ai lissé ma jupe et épousseté les miettes sur mes genoux. J'avais apporté mes bonnes chaussures, les noires à petits talons. Je voulais ressembler au genre de femme qu'on invite. Et je croyais l'être, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Le trajet depuis la zone de récupération des bagages jusqu'à la sortie sembla plus long que d'habitude. Peut-être était-ce dû au poids de la valise. Peut-être au poids d'autre chose. Je fis rouler mon sac devant les kiosques à café, les familles réunies, la jeune femme pleurant de joie sur l'épaule de son petit ami. Je ne ressentis pas d'amertume à ce moment-là, juste un sentiment de dépaysement. Comme si quelqu'un avait mis sur pause. Pendant que le reste du monde continuait son mouvement. Dehors, le ciel était gris, avec cette lumière terne du Midwest qui alourdit même l'air. Mon téléphone était toujours silencieux. Pas de SMS, pas d'appel manqué. Je vérifiai à nouveau l'heure. 15h54. Le dîner de Thanksgiving ne commencerait probablement pas avant 17 ou 18 heures. Peut-être était-il occupé. Peut-être que les enfants faisaient des folies, ou que la dinde avait besoin d'être arrosée. Il y avait une douzaine de raisons, toutes anodines. Mais même les raisons anodines peuvent faire mal quand on est seul aux arrivées. J'ai attendu sur le trottoir encore 20 minutes avant que mes genoux ne commencent à protester. Je me suis assis sur un banc. J'ai regardé des inconnus monter dans des voitures qui connaissaient leur nom. J'ai vu une femme en doudoune apporter à sa belle-mère un chocolat chaud et un câlin. La belle-mère paraissait plus âgée que moi. Ce câlin, bref, serré, sincère, m'a touché en plein cœur. À un moment donné, j'ai essayé d'appeler. Greg n'a pas décroché. J'ai laissé un message. J'ai dit que j'avais atterri. J'ai dit que j'étais au point de ramassage habituel, devant la porte B, sous le panneau avec l'avion. J'ai dit que j'espérais que tout allait bien et que j'attendrais encore un peu. Mais je le savais déjà. Je l'ai su avant même d'ouvrir à nouveau l'application, avant même que la photo ne se charge, avant même de voir la sauce au canneberge, la longue table en bois et la légende sur les cœurs pleins. Ce n'était pas la première fois qu'on m'oubliait, mais c'était la première fois que je m'autorisais à admettre que c'était le cas. Je me suis levée, j'ai épousseté mon manteau et j'ai tiré la valise derrière moi. Pas de taxi, pas d'Uber, juste moi et le trottoir. Un homme poussant une poussette m'a adressé un sourire fatigué. J'ai hoché la tête en retour. C'est drôle comme, dans les aéroports ou à l'extérieur, on peut parfois se sentir plus vu par les étrangers que par son propre sang. Il était presque 17 heures. L'air était devenu plus vif. Le genre de froid qui vous glisse sous le col et vous demande « Et maintenant ?» Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher. Mes chaussures n'étaient pas faites pour autant de trottoirs, mais je ne me suis pas arrêtée. À environ 800 mètres, juste après une agence de location de voitures, je l'ai aperçu. Un petit bâtiment avec une enseigne au néon indiquant « Tina's Dîner ». Mon regard vacillait. Les vitres étaient embuées par la chaleur ambiante. Quelqu'un avait scotché des dindes en papier sur la vitre. J'entrai. La sonnette au-dessus de la porte tinta. À l'intérieur, le restaurant sentait la graisse chaude et la cannelle. Des vinyles, des menus jaunis, un comptoir avec des tabourets fêlés. Il y avait peut-être 6 personnes à l'intérieur. Un homme en veste UPS, un couple âgé mangeant en silence,
Une serveuse avec une queue de cheval courte qui leva les yeux à mon entrée et me dit « Joyeux Thanksgiving, ma belle !» Pareil pour toi, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Je choisis une banquette près de la fenêtre et m'y glissai. Le siège était chaud, la table était propre. J'enlevai mon manteau. La cuisine est calme aujourd'hui, dit la serveuse en me tendant la carte. Mais on a de la dinde et une tourte. Une tourte, ça a l'air bien, dis-je. Laquelle? Elle sourit. Citrouille, noix de pécan ou citron vert. Citrouillé. Du thé, s'il vous plaît. Vous avez compris. J'ai regardé par la fenêtre en attendant. Ma valise était à côté de moi. Un petit chien obéissant. Mon téléphone, posé à l'envers sur la table, a vibré une fois. Je ne l'ai pas retourné. La tourte est arrivée. Elle était chaude, avec une noisette de crème fouettée légèrement fondante. Le thé était fort et légèrement amer, comme je l'aime. J'en ai pris une bouchée, puis une autre. C'était la meilleure part de tourte que j'avais mangée depuis des années. Peut-être pas à cause des épices ou de la croûte. Peut-être parce que, pour une fois, je ne l'avais préparée pour personne d'autre. J'ai mangé lentement. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas fait défiler les plats. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Il ne viendrait pas. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Et pourtant, j'étais là, entière, respirant, assise. À un box sous des dindes en papier, laissant la chaleur revenir dans mes doigts. Quand la serveuse a apporté l'addition, elle a demandé. Envie d'une autre part à emporter. J'y ai réfléchi un instant. Puis j'ai hoché la tête. Oui, pour plus tard. Elle m'a fait un clin d'œil. La meilleure décision que tu prendras de toute la journée. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle avait raison. L'air était plus vif lorsque je suis ressortie. Le petit sac blanc contenant ma deuxième part de tarte pendait d'une main, et ma valise roulait derrière moi avec un bruit de plastique souple. Je n'avais rien prévu. Pas d'hôtel réservé, personne n'attendait, mais je ne me sentais pas perdue. Pas vraiment. Il y a une sorte de paix qui s'installe quand on arrête enfin d'attendre que les personnes qui nous ont fait du mal réparent les choses. Le vent s'est levé tandis que je marchais. Le motel économique le plus proche n'était pas loin. J'avais vu le panneau en quittant péniblement l'aéroport. Valley Inn, tarif à la semaine disponible. Rien d'extraordinaire, un bâtiment carré et bas, peint en beige, avec un distributeur automatique devant la porte d'entrée. Mais il y avait des lumières allumées et, pour l'instant, c'était suffisant. Dans le hall, un homme derrière le comptoir regardait un match de football sur une petite télévision. Il leva les yeux à mon entrée, son visage exprimant l'ennui et la graisse de friture. Besoin d'une chambre? Oui, juste pour une nuit, dis-je. Célibataire. Je baissai les yeux vers moi. Mes bonnes chaussures étaient éraflées par la promenade. Mon cardigan sentait légèrement l'avion. J'acquiesçai. Célibataire. Il glissa un formulaire sur le comptoir. Une pièce d'identité et une carte. Je les lui tendis. Pendant qu'il tapait, je jetai un coup d'œil à la télévision. Une équipe rouge et or était en train de perdre lourdement. L'homme ne semblait pas s'en soucier. Chambre 114, dit-il en me glissant une clé sur un anneau fragile. Au bout de la rangée. Je la pris, le remerciai et poussai ma valise sur le trottoir. La chambre était exactement comme je l'espérais. 2 lampes aux abat-jours dépareillés, un couvre-lit au motif brun discret, une télévision plus vieille que mes 2 enfants, mais il faisait chaud. Il y avait un chauffage en état de marche et une salle de bain étonnamment propre. J'ai enlevé mes chaussures et me suis assise au bord du lit. Mes pieds me faisaient mal. Mon dos me faisait encore plus mal. Mais mon cœur, la partie qui aurait dû être brisée, semblait étrangement intacte. J'ai fixé le téléphone un long moment avant de le retourner. 3 appels manqués de Greg, 2 de Méline, un seul SMS. Maman, où es-tu? Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la confusion. Comme si j'avais disparu. Comme si c'était moi qui avais oublié de venir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma valise, j'ai sorti mon carnet, celui que j'utilise pour les listes de courses et les pensées que je ne dis jamais à voix haute, et j'ai écrit quelque chose sur une nouvelle page. Je ne suis pas en reste.
Je ne suis pas en surplus. Je ne suis pas un plat d'accompagnement à la table de quelqu'un d'autre. J'ai longuement fixé la phrase. Puis je l'ai soulignée. J'aurais pu pleurer. Il y a 1 an, il y a 5 ans, je l'aurais fait. Mais ce soir, les larmes ne sont pas venues. Ce qui est venu à la place, c'est une étrange clarté. Comme un plongeon dans l'eau froide. Choquante. Mais nette. Il ne s'agissait pas seulement de ce dîner ou de l'aéroport. C'étaient les années qui avaient précédé. Les anniversaires qu'ils avaient sautés. Les messages vocaux restés sans réponse. Les invitations de dernière minute qui ressemblaient toujours à des obligations, jamais à de la joie. Je me suis souvenu de Noël il y a 2 ans. Quand Méline a appelé et m'a dit « On serait ravis de vous recevoir si ce n'est pas trop compliqué de venir ». Ce silence dans sa voix, cette façon de dire « Si je leur faisais un jambon, je prenais le but ». Je me suis souvenu du 40e anniversaire de Greg. Je lui ai envoyé un portefeuille en cuir avec ses initiales gravées. Il m'a répondu par SMS « Merci à tous pour les cadeaux ». Je me suis souvenu de la pièce de théâtre de Ruby à l'école, de la façon dont j'avais trouvé la diffusion en direct et que je l'avais regardée sur mon petit ordinateur portable avec un verre de vin, la gorge serrée. Elle ne savait pas que je regardais. Personne n'en avait parlé. Et pourtant, j'ai continué à venir jusqu'à aujourd'hui. Il faut peut-être se tenir seul sur le trottoir, dans une autre ville, pour voir la forme de ce qui a toujours été là. Je ne faisais pas partie de leur vie. J'étais un accessoire, une commodité, un substitut pour quand ils avaient besoin de se souvenir d'eux-mêmes. J'ai regardé la chambre de motel, laide, honnête, fonctionnelle. C'était l'endroit le plus honnête où j'avais été depuis des années. Je me suis levée, je me suis préparé une tasse de thé de motel avec la machine à café en plastique et je me suis assis en tailleur sur le lit avec ma 2e part de tarte. Pas d'assiette en porcelaine, pas de serviette en lin, juste un sac en papier blanc et une fourchette en plastique. Et pourtant, j'avais le goût de quelque chose que j'avais mérité. Le plafond de la chambre de motel était fissuré au-dessus du lit comme une carte routière. Je le fixais tandis que le chauffage sifflait et ronflait. Dehors, j'entendais le vent gratter la voie d'évitement et le grondement occasionnel d'un moteur de l'autoroute toute proche. Un homme, 2 chambres plus loin, toussait profondément, humide et misérable. Quelque part, la chasse d'eau des toilettes attirait. La nuit n'a pas été paisible, mais elle a été honnête. Vers 2 heures du matin, je me suis enfin endormie, la couverture rêche remontée jusqu'au menton, mon carnet toujours ouvert sur la table de chevet. J'ai dormi dans les vêtements que j'avais portés à mon arrivée, trop fatiguée pour me changer, trop lasse pour défaire mes valises. Le matin, je me suis réveillée avant le soleil. C'est une habitude que je n'ai jamais perdue. Même après la retraite, mon corps insiste pour être utile comme un lion. J'ai préparé une autre tasse de café léger avec la machine de la chambre et j'ai regardé le ciel s'éclaircir à travers les stores. La tarte avait disparu. Le thé aussi. Mais le silence était resté. À 7h12, mon téléphone a vibré. Maman, je suis vraiment désolée. Il y a eu une confusion avec le ramassage. On pensait que ton vol était demain. Peux-tu venir à la maison aujourd'hui? Les enfants veulent vraiment te voir. Greg, aucune explication pour la photo. Aucune mention du dîner. Aucune excuse pour avoir posté une photo de Thanksgiving sans moi. Juste une confusion. Et toi, peux-tu venir? J'ai regardé le message, puis j'ai raccroché. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis habillée, je me suis coiffée, j'ai appliqué un peu de rouge à lèvres. Il ne s'agissait pas de les voir. Je n'allais pas y aller. C'était une question de dignité, de me rappeler que je pouvais encore décider de la façon dont je me présentais au monde. Même si personne ne regardait, le hall d'entrée était rempli d'un bol de pommes abîmées et d'une tasse de café au goût de carton brûlé. J'ai pris une pomme et l'ai glissée dans mon sac. J'ai réglé. L'homme derrière le comptoir a à peine levé les yeux de son résumé de match de football. Dehors, il faisait froid et propre. Le vent s'était calmé. Le ciel était d'un bleu glacial qui n'apparaît qu'en novembre. Vif, haut, infini. Je ne suis pas retournée à l'aéroport tout de suite. J'ai marché. Il y avait quelque chose que je devais faire avant. À 1,5 km, entre une station-service et un magasin de pneus fermés, se trouvait une petite annexe postale.
Je suis entrée et j'ai demandé une enveloppe et un stylo. Vendez-vous des timbres? Ai-je demandé. Bien sûr, a dit la caissière. Elle était jeune, avec du vernis écaillé. J'en ai besoin d'un pour une lettre au Massachusetts, ai-je dit. Elle me l'a tendu et j'ai écrit l'adresse de mémoire. Emma Wexler, 12 ans, Pont O'Laulan, Worcester, MA 609. Ma petite fille. Emma était la fille de Greg, issue de son premier mariage. La seule qui m'appelait encore juste pour parler. Elle avait 23 ans maintenant et terminait ses études d'infirmière. Elle m'envoyait des photos de son chat, me racontait quand elle avait réussi ses examens et me demandait ma recette de farce au pain de maïs. L'enveloppe resta vide un instant. Puis je sortis une page de mon carnet et commençai à écrire. Emma, ma chérie, tu m'as dit un jour que j'étais ton refuge. Je veux que tu saches que cette nouvelle comptait plus pour moi que la plupart des choses au monde. Ce Thanksgiving ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai traversé le pays en avion pour une table à laquelle je n'étais pas censé m'asseoir. Mais j'ai trouvé dans ce silence quelque chose d'inattendu. Un espace pour me souvenir de qui je suis sans attendre que quelqu'un d'autre le dise. J'ai continué à écrire. Ni amer, ni dramatique, juste authentique. En fermant l'enveloppe, je me suis sentie plus légère. À 22h35, j'ai réservé un billet de retour. Même compagnie aérienne, même porte d'embarquement, une autre femme embarquant. Le vol n'était que dans la soirée. Alors j'ai trouvé un café près du terminal avec de grandes fenêtres et de bons scones. Je suis resté assis là pendant des heures, avec du thé et un stylo, à repasser des choses que j'avais eues depuis trop longtemps. Je n'ai pas écrit à Greg. Je n'ai pas appelé Méline. Je ne leur ai pas dit où j'étais. Ils verraient le rappel manqué. Peut-être se demanderaient-ils, peut-être pas. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Vers 16 heures, la lumière a changé. Le genre de brume dorée qui embellit même les parkings. J'ai vu un petit garçon courir vers un monospace, son sac à dos rebondissant. Il s'est retourné et a fait signe à sa grand-mère, qui était plus lente mais souriante. Elle lui a fait signe en retour et il a couru vers elle, lui saisissant la main comme si c'était son encre. Je les ai observés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et je me suis murmuré. Ni fort, ni amer, juste clair. Je le méritais aussi. L'avion de retour n'était qu'à moitié plein. Une bénédiction, vraiment. J'avais toute une rangée pour moi. Le siège près du hublot était froid quand je me suis assis, et je l'ai laissé ainsi. Je n'ai pas pris la peine de plier mon manteau ni de lisser la ceinture sur mes genoux pour l'instant. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de me mettre en ordre. Pour le confort des autres. L'hôtesse de l'air m'a offert un doux sourire. Rentrer. Où partir? A-t-elle demandé en posant un gobelet d'eau en plastique sur mon plateau. Les deux, ai-je répondu. D'une certaine manière. Elle n'a rien demandé de plus, a simplement hoché la tête et est passée à autre chose. Cette compréhension discrète, rare et bienveillante. Pendant le décollage, je regardais par le hublot, regardant la ville grise rétrécir sous nos pieds, les pistes s'entrecroiser comme des cicatrices estompées. Alors que l'avion prenait son envol, le ciel s'est ouvert plus grand, bleu au-dessus et en dessous, sans rien entre les deux, si ce n'est le bourdonnement sourd des moteurs et ma propre respiration. J'ai cru ressentir à nouveau du chagrin, une vague de chagrin. Je l'ai attendu comme on attend une turbulence, mais il n'est pas venu. Je ne ressentais pas la paix non plus. Pas encore. Mais je me sentais immobile, enracinée, présente. C'était nouveau. À mi-vol, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai rallumé. Je me suis dit que je ne faisais que vérifier l'heure, mais bien sûr, les notifications ont afflué. 4 SMS de Greg, un message vocal. Maman, je suis vraiment désolée. Appelle-moi, s'il te plaît. Les enfants demandaient où tu étais. Méline a dit qu'elle pensait que tu savais que nous avions avancé le dîner d'un jour. On peut parler? Je n'ai pas ouvert le message. Je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé attendre comme je l'avais attendu. J'ai éteint le téléphone. À l'atterrissage, il faisait déjà nuit. Ma petite ville brillait d'une lumière calme et familière. Le chauffeur de la navette qui m'a ramené au parking était un homme d'un certain âge, les yeux pétillants. Il m'a demandé si j'étais allé rendre visite à ma famille. J'ai souri et répondu,
Pas vraiment. À la maison, la lumière de ma véranda était toujours allumée. Je l'avais laissée allumée par habitude, comme si je m'attendais à revenir, fatiguée, repue et enveloppée dans la chaleur de ma famille. Au lieu de cela, je suis entrée avec des pièces dans mon sac et l'esprit plus vif que jamais. Ma maison sentait la lavande et le vieux bois. Le radiateur s'est mis en marche avec un bruit métallique réconfortant. J'ai posé ma valise et accroché mon manteau. J'ai avancé lentement, non pas par âge, mais par intention. J'ai préparé une tasse de tisane à la camomille et je me suis assis à la table de la cuisine. La même table où j'avais organisé des années de Thanksgiving, où Greg avait renversé de la sauce et Emma avait découpé des flocons de neige sur des serviettes, où Méline était restée assise, les lèvres pincées, regardant son téléphone plus que mon visage. J'ai regardé autour de moi, comme si elle appartenait à quelqu'un que je voyais encore. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté du réfrigérateur. Ce tiroir. Celui avec les dossiers, celui étiqueté. Greg et Emma et le service juridique. J'ai sorti le dossier de Greg. Il était épais. Des reçus. Des copies de chèques, des copies imprimées d'aides financières. Pour les frais de scolarité, une facture d'un mécanicien. Que je l'avais aidé à payer lorsque sa transmission était tombée en panne, le cosignataire du prêt immobilier de 2010, l'acompte pour l'école maternelle privée que j'avais versé pour Ruby avec un mot de la main de Méline. On te remboursera après le versement de la prime. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai tourné chaque page. Avec précaution, comme pour panser des blessures, sans colère, ni même tristesse, mais avec lucidité. Puis j'ai pris le dossier plus fin. Étiqueté Emma. Des cartes d'anniversaire, des photos. Qu'elle m'avait envoyées, une copie imprimée de son faire-part de remise de diplôme. Des mots manuscrits à l'encre pétillante, un remerciement. Pour l'avoir aidé à payer ses frais de scolarité. Une carte postale du Vermont. J'aimerais que tu sois là. L'automne est sauvage et merveilleux. J'ai fermé les deux dossiers et me suis assise. Puis j'ai attrapé mon carnet. Et cette fois, je n'ai pas écrit de sentiments. J'ai écrit un plan. Le lendemain matin, j'étais à la banque. Avant même que les portes ne s'ouvrent. Un léger givre recouvrait les marches, les rendant glissantes. Mais je les ai montées lentement et, d'un pas assuré, chaussé de mes plus vieilles bottées. Du même cardigan bleu marine. Le cardigan n'était pas assorti à mon écharpe, mais je ne me souciais plus des apparences. Je me souciais de l'action. Le caissier, un jeune homme au regard bienveillant et au sourire nerveux, m'accueillit avec la politesse que l'on réserve aux personnes âgées. Bonjour, Madame Wexler. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'aimerais parler à quelqu'un au sujet de mes comptes, dis-je. Tous. Il acquiesça, jeta un coup d'œil à un écran, puis appela au fond. Quelques minutes plus tard, je fus introduit dans un bureau vitré, avec des fauteuils moelleux et une légère odeur d'encre. Une femme nommée Nathalie se présenta comme ma gestionnaire de compte. Elle ressemblait à quelqu'un qui faisait du yoga à midi et qui avait toujours des amandes dans son sac à main. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Madame Wexler? Je souhaite suspendre tous les paiements automatiques. Tous à partir d'aujourd'hui. Elle cligna des yeux. Tous? Oui. Elle tapota quelques touches, les sourcils légèrement haussés en parcourant l'écran. Tu as pas mal de virements récurrents à des membres de ta famille, des frais de scolarité, une assurance auto, et aussi des dons programmés à des associations caritatives. Gardez les associations caritatives, ai-je dit. Arrêtez le reste. Il y a eu un long silence. Tu veux expliquer pourquoi? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et à sa décharge, elle n'a pas rempli le silence avec une fausse inquiétude. Non, ai-je dit. J'ai déjà passé assez de temps à m'expliquer. Elle a hoché la tête. Compris. Pendant qu'elle travaillait, j'étais assis dans le silence de ce bureau et je regardais le monde bouger par la fenêtre. Une mère installant un enfant en bas âge dans un siège auto. Un homme âgé poussant un déambulateur. Un camion de livraison tournant au ralenti depuis trop longtemps. Terminé. Nathalie a finalement dit. Tout est suspendu. Je vais préparer les papiers pour l'annulation complète si tu veux revenir signer demain. Je le ferai. Elle a hésité. Il y a aussi une procuration au dossier.
Grégory. Wexler, voulez-vous toujours qu'il ait accès? J'ai senti mon pouls ralentir, pas s'accélérer. Non, ai-je dit. Révoque-le. Compris. Elle a imprimé le formulaire et je l'ai signé. D'une main ferme. Quand j'ai quitté la banque, le gel avait fondu. Je ne me suis pas précipité. Je me suis arrêté à la boulangerie du coin de rue, je me suis acheté un petit pain frais et j'ai fait le long chemin pour rentrer chez moi. Il ne s'agissait pas de punir Greg. Pas vraiment. Il s'agissait de tracer une ligne là où je ne l'avais pas fait. Avant. De reconnaître que l'amour ne n'est pas du seul sacrifice. Il a besoin de lumière. Il a besoin de vérité. De retour à la maison. J'ai sorti le plat à tarte de l'évier, je l'ai lavé délicatement et je l'ai rangé. Peut-être. Un jour je ferai une autre tarte. Peut-être pas. Mais je n'en ferai pas pour des gens qui m'ont abandonné sur le trottoir. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. Monsieur Altman s'était occupé de nos affaires pendant plus de 30 ans. Il nous avait aidés à acheter la maison, à établir le testament de mon mari et même à rédiger la première version du mien en 2005. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Madame Wexler, que puis-je faire pour vous? J'aimerais apporter des modifications à ma succession, ai-je dit. Et je souhaite créer une fiducie pour Emma. Oui. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'était pas obligé de le faire. Les gens comme Monsieur Altman ont connu toutes les formes de déception familiale. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain. Lorsque j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni triomphe, ni victoire, juste une certaine clarté. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, une couverture sur les épaules et du thé refroidissant sur la balustrade. Quelques voisins sont passés. L'un m'a salué, l'autre non. La rue était calme et je ne me sentais pas bien, pas guérie, mais stable, comme si j'avais enfin arrêté de frapper à une porte qui ne s'ouvrirait jamais. Le lendemain matin, le ciel était doux et bas, de ce gris pâle d'hiver qui enveloppe les maisons comme une gaze. Je me suis habillée lentement, non pas par fatigue, mais pour ne pas précipiter la suite. À 9 heures précises, j'étais dans le bureau de Monsieur Altman, un petit immeuble de 2 étages avec des volets verts et une réception qui sentait légèrement le vieux papier et le cirage. Les mêmes photos encadrées d'or étaient accrochées à leur place habituelle. Ses enfants, son bateau, son bulldog coiffé d'un bonnet de Père Noël. Il s'est levé lorsque je suis entrée, toujours aussi poli qu'il y a 20 ans. Madame Wexler, a-t-il dit en me tendant la main. C'est bon de vous voir, Monsieur Altman. Nous nous sommes assis dans son bureau. Même fauteuil en cuir, même horloge murale qui tic-tac, même pile de formulaires sur son bureau, même si maintenant ses lunettes de lecture étaient plus épaisses et sa moustache était passée du poivre et sel au blanc-neige. Qu'est-ce qu'on change aujourd'hui? Demanda-t-il doucement. Mon testament, dis-je. Et je veux créer une fiducie. Tout ce que je possède, chaque parfum, chaque bien, je veux que ce soit protégé. Et je veux que tout revienne à Emma. Seulement à Emma. Il n'a pas scié, a simplement hoché la tête et a sorti un bloc-notes. Je suppose que nous allons retirer Grégory et Méline. Oui, ils en ont assez de moi. Plus qu'assez. Il a levé les yeux, mais n'a pas fait de commentaire. Je veux que ce soit hermétique, ai-je poursuivi. Pas de porte dérobée, pas de faille. Emma est la bénéficiaire. Elle reçoit tout quand je ne serai plus là. Et d'ici là, elle peut accéder à la fiducie pour l'éducation, le logement, les soins de santé ou les urgences. Je déciderai de ce qui constitue une urgence. Altman a souri légèrement. Vous avez bien réfléchi. Et votre maison, votre compte de retraite, les CD, tout. Si c'est à mon nom, c'est transféré à la fiducie. Compris. Et vous voulez conserver le contrôle total de son vivant. Bien sûr. Exactement. Il se renversa en arrière. Emma est une gentille fille. Elle l'a toujours été. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Elle est la seule à me voir encore comme une personne, et non comme un sac à main. Monsieur Altman ne broncha pas devant l'amertume de ma voix. Alors, assurons-nous que vos souhaits soient respectés. Pendant l'heure qui suivit, nous avons travaillé sur chaque point. Il posa des questions. J'ai donné des réponses fermes. Plus d'incertitude. Plus de bénéfice du doute.
Arrivé au bout, il rassembla les papiers dans un dossier et me regarda avec une pointe d'admiration. J'aurai le projet final prêt dans quelques jours, dit-il. Nous le ferons authentifier et ce sera fait. Merci, dis-je, sincèrement. Dehors, l'air était devenu frais. Je rentrai lentement chez moi, m'arrêtant une fois pour acheter un petit poinsettia chez le fleuriste. Je ne décorais plus beaucoup. Mais je voulais quelque chose de lumineux sur la table de la cuisine, quelque chose de vivant. Dès que j'ai franchi la porte, le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. Grand-mère, c'était Emma. Sa voix, essoufflée, nerveuse, chaleureuse. J'ai reçu ta lettre. Je me suis assise à la table de la cuisine. Vraiment? Je ne savais pas ce qui s'était passé. Papa et Méline ont dit que tu avais annulé ton vol à la dernière minute. Ils ont donné l'impression que tu avais juste changé d'avis. Bien. Sûr que oui. J'étais là, ai-je dit. Doucement. J'ai atterri. J'ai attendu. J'ai vu les photos. Emma s'est tue. Je suis vraiment désolée. A-t-elle murmuré. Je n'en savais rien. Je sais. Ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû appeler. J'aurais dû vérifier. Tu ne savais pas. Ce n'est pas toi qui as fait ce choix. Elle a reniflé à l'autre bout du fil. Tu m'as tellement manqué que ce jour-là. Je ne me sentais pas bien sans toi. Pour la première fois depuis l'aéroport, les larmes me piquaient les yeux. Mais elles ne coulaient pas. Pas cette fois. Merci, dis-je. Cela signifie plus que tu ne le penses. Il y eut un silence entre nous. Pas gênant, juste plein. Grand-mère, dit-elle finalement. Puis-je venir te rendre visite le week-end prochain? J'ai une pause dans les cours. Je prendrai le train. Mon cœur s'emplit d'une douce et douloureuse émotion. Bien sûr, dis-je. La chambre d'amis est prête. J'apporterai l'échiquier, dit-elle. Tu joues toujours? Je n'ai jamais arrêté. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard. J'étais assise à la table, la main toujours posée sur le téléphone. Pour une fois, je ne me sentais pas oubliée. Je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vue. Ce samedi-là, juste après-midi, je me tenais à la gare, vêtue de mon manteau le plus chaud, à regarder les passagers descendre du train. 1137 de Worcester. Le quai sentait le diesel et la pluie. Je serrais le sac en papier dans mes mains, un sandwich et une pomme, au cas où elle aurait oublié de manger. Et puis elle était là. Emma descendit du train vêtue d'un sweat à capuche oversize et d'un jean, ses boucles brunes sous un bonnet, un sac en toile usé en bandoulière. Elle paraissait plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue, plus vive d'esprit. Mais lorsqu'elle m'a repéré, son visage s'est illuminé d'une expression pure et reconnaissable entre toutes. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait vraiment. C'était aussi simple que ça. Pas de questions, pas d'excuses, pas de tension entre nous. Juste ses bras autour de moi, serrés et sincères. « Salut, grand-mère », murmura-t-elle dans mon épaule. « Salut, ma belle », dis-je. « Tu es là. » Nous avons roulé en silence pendant un moment. Elle observait les rues comme si elle essayait de les mémoriser. Je conduisais lentement, prudemment, la laissant absorber. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, mais c'était différent avec elle à mes côtés. De retour à la maison, je préparais du thé pendant qu'elle posait son sac dans la chambre d'amis. Elle revenait avec cette aisance familière de quelqu'un qui a sa place, blottie dans un coin du canapé comme si elle n'était jamais partie. L'échiquier attendait sur la table basse. Nous avons joué à une partie. Elle a gagné. Puis nous en avons joué une autre. J'ai gagné celle-là. À la loyale. Plus tard, nous nous sommes assis à la table de la cuisine, buvant tous les deux une tasse de thé. Le poinsettia que j'avais acheté plus tôt dans la semaine était au milieu, toujours rouge, toujours vivant. J'ai relu ta lettre dans le train, dit-elle en caressant le bord de sa tasse. Je ne t'ai jamais vu écrire comme ça. Je n'ai jamais eu besoin de le faire, dis-je. Avant, je pensais que le silence était une forme de grâce. Mais ces derniers temps, je crois que ça m'a rendu facile à ignorer. Emma leva les yeux vers moi. Je ne t'ai jamais ignoré. Je sais. Elle hésita.
Papa ne sait pas que je suis là. Je m'en doutais. Il a appelé il y a quelques soirs pour me demander si je t'avais vu depuis Thanksgiving. Je n'ai pas menti. J'ai juste dit qu'on ne s'était pas encore parlé. C'était gentil. Elle secoua la tête. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de l'épuisement. J'en ai marre de faire comme si tout était normal. Ça m'a surprise. Emma avait toujours été prudente, diplomate, la gardienne de la paix dans sa famille fragmentée. L'entendre dire cela, calme et posée, me disait qu'elle devenait forte. Tu n'as pas à faire semblant, dis-je. Jamais, acquiesça-t-elle. Toi non plus. Nous sommes restés assis en silence, sirotant simplement notre thé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'avais pas besoin de Greg ou de Méline pour rapper, expliquer ou inventer une autre histoire sur ce qui n'allait pas. Je n'avais pas besoin d'un SMS, d'un message vocal ou d'une invitation trop tardive. J'avais tout. Ma maison, mon thé, ma petite fille. J'avais moi-même. Ce soir-là, Emma a proposé de préparer le dîner. Elle a cuisiné des pâtes à l'ail et aux épinards, et j'ai râpé du fromage pendant que nous parlions de tout et de rien. Nous avons regardé un film idiot après et nous avons trop ri au passage qui n'était pas vraiment drôle. Avant de me coucher, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a dit « Grand-mère, je ne veux pas te perdre. Tu ne me promets rien ? Je ne peux pas promettre pour toujours. » J'ai dit « Mais je ne pars nulle part. Pour l'instant. » Elle a souri, puis m'a serré de nouveau dans ses bras. Plus doucement cette fois, mais tout aussi sincère. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans le silence du salon, l'horloge résonnant comme un lent métronome derrière moi. J'ai regardé les photos sur la cheminée. Certains visages s'étaient estompés. Certains cadres étaient vides maintenant, mais une photo était toujours là. Moi tenant Emma bébé. Mes cheveux étaient plus foncés alors, mon visage plus doux, mais la prise de mes mains autour de son petit corps tout aussi ferme. Je l'ai regardé longtemps. Puis je me suis levée, j'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher. Emma est partie dimanche après-midi. Nous sommes restés un moment sur la véranda avant son train. Je lui ai tendu un récipient de restes de pâtes, une écharpe pliée que j'avais tricotée l'hiver dernier et un amour discret que je n'avais pas besoin d'expliquer. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a promis appeler mardi. Puis elle disparut, un rapide signe de la main depuis la fenêtre arrière du train, son souffle embuant la vitre. Je restai là jusqu'à ce que le train se réduise à néant, puis je rentrai. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais pas de solitude. C'était le genre de silence qui suit une parole importante. Un silence pesant et pesant. Je traversai lentement les pièces, ramassant des tasses, pliant la couverture du canapé et remettant le coffre sur l'étagère. Arrivé à la cuisine, j'ouvris à nouveau le tiroir. Les dossiers étaient là où je les avais laissés. Le dossier de Greg, toujours épais de papier. Celui d'Emma, toujours léger. Mais il ne s'agissait plus seulement d'eux. Il s'agissait de moi. J'ai sorti un bloc-notes jaune et commencé à lister tout ce que j'avais payé au cours des 15 dernières années. Pas seulement de l'argent donné directement, mais des choses que j'avais discrètement réglées. Des réparations à la maison, franchise médicale, frais juridiques. Quand Greg a quitté sa première femme, l'acompte pour leur deuxième voiture, les courses quand Méline était trop fatiguée pour faire les courses. Les collectes de fonds pour l'école que je m'étais fait culpabiliser de soutenir avec un chèque plutôt qu'une visite. Ligne par ligne, je les ai notées. Quand j'ai eu fini, la liste s'étendait sur 4 pages. C'était étrange. Je ne me considérais pas comme généreuse, juste utile, fiable. Quelqu'un qui aidait parce que c'est ce que font les mères. C'est ce que j'ai fait. Mais en regardant les chiffres, je l'ai vu clairement. J'avais subventionné leur vie. Et en retour, elles m'ont fait preuve de politesse. Anniversaire creux, sourire fatigué, une chaise près du porte-manteau alors qu'il n'y avait plus de place à la table principale. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. J'en avais juste assez. À 15h17, mon téléphone a sonné.
Le nom de Greg s'affichait sur l'écran. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, un message vocal, puis un SMS. Salut, maman. Je prends de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Fais-moi signe quand tu seras libre pour parler. Aucune urgence, aucun détail, juste un vague coup de pouce, comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas laissé planter au bord du trottoir dans une autre ville pendant qu'il découpait de la dinde et prenait des photos de famille que je n'étais pas censé voir. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter. Le SMS, je l'ai laissé sans le lire. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Ce n'était pas pour une occasion spéciale, juste pour le calme, le silence de la maison et la façon dont la lumière se reflétait sur le bord du plan de travail de la cuisine. Je me suis servi un verre de vin, une de ces bonnes bouteilles que je gardais pour de vraies vacances. J'ai mis un couvert, réchauffé un bol de soupe restante et me suis assis. Sans faire défiler les pages, sans attendre, sans espérer que le téléphone sonne. Je me suis assis dans ma vie. Plus tard, avant de me coucher, j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé le dossier intitulé « Voyage ». Au bas se trouvait le reçu de mon vol pour Thanksgiving. Aller-retour. Terminé. Je me l'ai fait suivre, puis j'ai ajouté un mot dans l'objet. Preuve de départ et de retour. Pas de sauvetage, pas de retrouvailles, juste moi. Je ne l'ai envoyé à personne d'autre. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai rappelé Monsieur Allemand. J'ai réfléchi, lui ai-je dit, je veux ajouter une clause à la fiducie. Bien sûr, a-t-il répondu, à quoi penses-tu? Je veux qu'Emma soit la seule dirigeante, mais je veux aussi y joindre une lettre. Pas une lettre juridique. Une lettre personnelle. Tu peux inclure une déclaration d'intention, a-t-il dit. Cela ne changera rien à la légalité, mais cela pourra expliquer tes raisons. Bien. Alors je l'écrirai. Le même matin, je me suis assis et j'ai commencé à écrire à quiconque lira ceci après mon départ. Si tu te demandes pourquoi les choses ont été divisées de cette façon, permets-moi de te le dire clairement, ce n'est pas une punition. C'est de l'honnêteté. J'ai passé ma vie à donner discrètement, constamment. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. La présence sans attention n'est pas une famille. J'ai choisi la seule personne qui m'a vu avant de disparaître. Je n'ai pas terminé la lettre ce jour-là. Je n'avais pas besoin de me précipiter. Certaines choses méritent d'être écrites lentement. Le mardi est passé sans un appel d'Emma. Non pas qu'elle ait oublié, mais parce que nous en avions convenu. Elle avait des consultations cette semaine-là et ne voulait pas être distraite. Je t'appellerai vendredi, avait-elle dit. Après mon service, à la même heure. Je lui avais confiance. Ce matin-là, cependant, quelqu'un d'autre a appelé. Méline. Son nom a illuminé mon écran comme un signal d'alarme. Tout en lettres brillantes et au mauvais moment. Je l'ai laissé sonner. Puis, 30 secondes plus tard, le texte est arrivé. Salut Irène. J'espère que tu vas bien. Greg a mentionné que tu étais difficile à joindre ces derniers temps. On se retrouve bientôt. Pas de ponctuation là où ça comptait. Pas de chaleur là où ça comptait. On se rattrape. Nous n'étions pas d'anciennes collègues. Nous n'étions pas des voisines qui avaient emprunté du sucre une fois. J'avais été sa belle-mère pendant presque 15 ans. Je l'avais aidée à trouver son premier vrai travail après la naissance de Ruby. Je lui avais envoyé des paniers de soins lorsqu'elle avait subi une ablation de la vésicule biliaire. J'avais payé les fleurs pour les obsèques de sa mère, alors que leur budget était trop serré. À bientôt. J'ai raccroché sans répondre. Plus tard dans l'après-midi, comme sur Q, un autre message est arrivé. Celui-ci, de Greg. Maman. Méline a essayé d'appeler. Commençait à s'inquiéter. Peux-tu juste nous dire que tu vas bien? L'ironie du sort. Ils m'ont laissé à l'aéroport, mais maintenant, ils étaient inquiets. Pas quand j'étais debout avec ma valise et que personne ne venait me chercher. Pas quand je me dirigeais vers un restaurant avec les doigts gelés. Pas quand ils ont posté une photo montrant tout le monde enlacé et plus de place pour moi. Mais maintenant, quand le silence leur est revenu, ils ont paniqué.
Le silence est puissant. Il déstabilise les gens habitués à votre bruit, à votre générosité, à vos oui. J'ai éteint mon téléphone pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai fouillé le grenier. Pas pour des raisons dramatiques, juste pour trouver un vieux livre de recettes qu'Emma m'avait demandé un jour, celui avec mon crumble aux pommes griffonnées dans les marges. Je n'y étais pas montée depuis des années. Les cartons sentaient la poussière et le vieux pain, et l'isolant se recroquevillait comme du papier oublié. Dans un carton étiqueté 1990 à 2005, j'ai trouvé le livre et, en dessous, des lettres, des dizaines de cartes de Greg adolescent. Des dessins d'Emma enfant. Des mots de remerciement d'amis et de cousins depuis longtemps disparus. Une photo de mon mari en costume du dimanche tenant une tarte à la citrouille comme si c'était une récompense. Je me suis assise par terre, les jambes croisées, et j'ai laissé le passé reposer sur mes genoux. Tant de morceaux de moi-même que j'avais mis de côté pour faire de la place aux autres. J'ai repensé à Greg petit garçon. Comment il insistait pour dormir la tête contre ma poitrine parce que ton cœur battait plus fort que la pluie. Comment il pleurait si je partais travailler trop tôt. Comment je lui ai appris à lasser ses chaussures avec 2 boucles au lieu d'une, parce que c'était plus logique pour lui. Je l'avais aimé si profondément autrefois. Peut-être les jeux encore. Mais l'amour n'excuse pas la négligence. Et le pardon ne signifie pas la réciprocité. Pas toujours. J'ai remis les lettres soigneusement. J'ai fermé la boîte. Et ce soir-là, alors que la maison était sombre et le monde silencieux, j'ai ouvert le carnet et ajouté 2 lignes supplémentaires à la lettre de confiance. Je ne voulais pas que mon dernier acte soit poli. Je voulais que ce soit clair. Emma, tu m'as vu non par obligation, non pas pour ce que j'ai donné, mais parce que tu l'as choisi. C'est ça, la famille. Choix, respect. Vérité. Le stylo me semblait plus lourd que d'habitude, mais j'ai écrit quand même. Le lendemain, je suis allée en ville et je suis allée directement chez le notaire. C'était au fond d'un magasin de livraison, devant des étagères de papier bulle et un présentoir de cartes de vœux originales. L'homme derrière le comptoir avait des mains douces et une voix longue et prudente. Son badge indiquait « Dave ». Je dois faire authentifier une lettre, dis-je en dépliant les pages que j'avais écrites et quelques documents fiduciaires préparés par mon avocat. Il jeta un coup d'œil à la première page, puis se tourna vers moi. De grands changements ? J'acquiesçai. Des changements attendus depuis longtemps. Il ne me demanda rien de plus, se contenta de me tendre un stylo et me guida à chaque signature avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui a vu toutes sortes de fins et de débuts passer sur son comptoir. Une fois ce travail terminé, je me sentis plus légère. Pas encore libre, mais plus claire, comme si la route devant moi était moins sinueuse. Je suis passée à l'épicerie après, j'ai acheté du lait et des oranges, un bouquet de lilas à moitié prix, le genre de choses qu'on achète quand la vie est à nouveau calme. Quand on choisit son propre morceau, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre nous le tende à la maison, j'ai déposé les fleurs dans le vase ébréché près de l'évier. Le parfum du lilas s'est lentement répandu dans la maison, doux et sûr. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai plié et posé sur le dossier de la chaise. Mon téléphone a vibré juste au moment où je rangeais les courses. Greg, encore. Maman, il faut vraiment qu'on parle. Tu ne réponds pas et ça empire les choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est inquiet. Appelle-moi, s'il te plaît. Le message était plus long que d'habitude. Une pointe de panique se faisait sentir, mais toujours pas de vraies excuses, pas de mention de ce qui s'était passé, pas de sentiment de responsabilité, juste de l'absence. Et maintenant, le malaise. Il ne regrettait pas de m'avoir oublié. Il regrettait que j'ai cessé de remplir les blancs. Je me suis assise, j'ai fixé l'écran, puis je l'ai éteint. Cet après-midi-là, j'ai ressorti les dossiers, ceux de Greg, d'Emma, le dossier de confiance, et je les ai tous enfermés dans ma boîte ignifuge, que j'ai glissée sous le lit. Non pas que je cachais quoi que ce soit, mais parce que j'en avais fini. Fini d'expliquer, fini de demander, fini d'attendre. J'ai fait de la soupe ce soir-là. Lentilles, carottes, ail. Mes mains savaient encore mesurer à l'instinct. J'ai cuisiné, pour une fois, pas pour l'absence. J'ai mis la table, non pas en signe de deuil, mais par rituel, par respect pour moi-même. La soupe était bonne. Plus tard, je me suis assise sur la véranda, enveloppée dans un châle, l'air juste assez frais pour donner l'impression que quelque chose bougeait. Et tandis que les lampadaires clignotaient un à un,
je me suis souvenu d'un moment auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Greg avait 10 ans. Il était rentré de l'école. Avec une lèvre fendue et de la boue sur son jean. Un autre garçon l'avait bousculé dans le champ. Pendant la récréation. Il n'avait pas pleuré, il était juste resté. Au lavabo, rinçant le sang de ses mains en disant « Ce n'est rien. Ce n'est rien ». Je m'étais accroupi à côté de lui et je lui avais dit « Tu as le droit d'être blessé. Ça ne fait pas de toi un faible. » J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça, car j'avais été blessé. En silence, constamment, pendant des années. Et j'avais laissé passer ça sans rien faire, car je pensais que l'endurance était une vertu. Mais ce n'est pas le cas. Pas toujours. Parfois, c'est juste une question d'attente. Parfois, c'est juste le prix du silence. Je sirotais monter lentement, laissant la nuit s'installer. Les fleurs de la cuisine se balançaient légèrement dans un courant d'air, une touche de violet dans l'obscurité. Quelque part, un peu plus loin, un chien aboya. Une voiture s'arrêta dans une allée. Quelqu'un rit d'un rire aigu. Un son d'une autre vie. Et je m'assis dans la mienne. Pas de questions. Pas d'attente, juste le poids de mes propres affaires. Enfin entier. C'était en fin d'après-midi, vendredi, quand on frappa. Je pliais du linge à la table de la cuisine, principalement des serviettes, encore chaudes du sèche-linge, quand je l'entendis. 3 coulants, pas le facteur, pas un voisin, le genre de coup qui porte une certaine hésitation. J'ouvris la porte et elle était là. Méline. Ses cheveux étaient trop parfaits, comme s'ils avaient été brossés et vaporisés dans la voiture. Elle portait des talons trop étroits pour nos trottoirs et portait un sac fourre-tout en bandoulière. Son visage arborait cette expression soignée que j'avais appris à connaître, mi-inquiétude, mi-performance. « Irène », dit-elle d'une voix presque tendre. « On peut parler ?» Je ne répondis pas tout de suite, je m'écartai simplement et la laissai entrer. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle en entrant. Comme si elle s'attendait à de la poussière ou à de la négligence. La maison avait la même apparence, mais quelque chose avait changé dans l'air. Je le savais, et je pense qu'elle aussi. Je l'ai conduite au salon. Elle ne s'est pas assise avant moi. Elle a posé son sac soigneusement à ses pieds et a croisé les mains sur ses genoux. « Je sais que tu es contrariée », a-t-elle commencé d'un ton déjà poli. « Et je tiens juste à te dire que tout cela n'était qu'un énorme malentendu. » J'ai dit « Rien », a-t-elle poursuivi. « Greg pensait que ton vol était vendredi. C'est ce qu'il m'a dit. On n'avait pas remarqué que tu avais déjà atterri. Et la photo ? Demandai-je. Elle cligna des yeux. Quoi ? La photo de Thanksgiving. La légende qui disait « sale comble ». Vous tous souriant à table. Elle baissa les yeux. Que c'était juste quelque chose que j'avais posté pour les fêtes. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Elle releva les yeux trop vite. Enfin, oui, mais je pense qu'il faut que nous oublions ça maintenant. Tu manques aux enfants. Greg a appelé. On est tous inquiets. Tu nous as exclus. Je laissai échapper un léger soupir. Non, j'ai juste arrêté de combler le silence pour toi. C'est différent. Sa bouche se serra. Je suis venu ici parce que nous voulons arranger les choses. Je la regardai, puis je remarquai l'effort derrière son maquillage, l'impatience cachée dans sa posture, l'évitement qu'elle portait comme un parfum. Tu n'es pas venu pour arranger les choses, dis-je. Tu es venu pour voir si j'étais encore utile, se redressa-t-elle. Ce n'est pas juste. Mais c'est vrai. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir, comme si Greg allait apparaître et la sauver de cette conversation. J'en ai assez donné, dis-je calmement. Plus que suffisamment, et j'ai décidé où va le reste. Cela attira son attention. Ses yeux se plissèrent légèrement. Je ne suis pas en colère, dis-je. Je ne suis pas amère. J'en ai simplement fini. Irène, dit-elle, et sa voix était maintenant plus tendue, plus froide. Ce n'est pas ton genre. Je sais, dis-je. C'est mon genre, maintenant. Il y eut un silence. Elle remua sur son siège. Greg, c'est que tu as fait des changements ? J'imagine qu'il commence à se douter de quelque chose. Son visage se déforma. Et la maison, tes comptes réglés. Le silence qui suivit fut lourd, une sorte de règlement de compte.
Enfin, elle prit son sac et se leva. Eh bien, dit-elle. Son ton était maintenant sec. Je suis désolée que tu ressentes ça. J'ai souri. Légèrement. Non, tu es désolée que j'ai cessé d'accepter moins que ce que je méritais. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle a hésité. Greg est vraiment inquiet. Il devrait l'être, ai-je dit. Non pas parce que je suis partie, mais parce que je ne reviendrai pas. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger déclic. Je suis restée là un long moment, la main sur la poignée, l'air encore bourdonnant du changeur. Puis je suis retournée à la cuisine. J'ai fini de plier les serviettes, j'ai allumé une bougie, j'ai préparé une tasse de thé. Le téléphone a sonné une fois ce soir-là. Encore Greg. Je l'ai laissé sonner, non par cruauté, mais parce que le silence m'appartenait enfin. Le samedi est venu calme. Je me suis réveillée tôt. Non pas par nécessité, mais parce que mon corps avait retrouvé un rythme. Un rythme qui n'était plus gouverné par les attentes. Ou le bruit de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Le ciel était pâle et doux, le genre de matinée qui ne presse ni ne promet rien, juste des cadeaux. J'ai pris mon thé sur le porche et me suis assise sous la courte pointe délavée que je gardais drapée sur le dossier de la chaise en osier. La vapeur montait lentement de la tasse. Quelque part dans la rue, un enfant a crié, suivi du roulement d'un skateboard. L'hiver se retenait encore, mais pas pour longtemps. J'ai repensé à la visite de Méline. Ni avec regret, ni avec colère, juste par curiosité, comme si j'observais quelqu'un d'autre se souvenir d'une conversation qu'il n'avait jamais vraiment eue. Elle n'était pas venue pour la paix. Elle était venue pour le contrôle. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne l'avais pas donnée. C'était ça, la victoire. Non pas en gagnant, ni en ayant raison, mais en restant ancré, en ne faisant plus preuve de grâce juste pour le confort des autres. Cet après-midi-là, Emma a appelé. Sa voix à un appel clair est arrivée dans le combiné. Salut, grand-mère. Je suis en pause, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Comment s'est passée ta semaine? Motivée, ai-je dit en sirotant ma deuxième tasse de thé, mais calme. Elle a compris le ton. Il s'est passé quelque chose. Méline est passée. Oh, elle a dit qu'elle et Greg voulaient arranger les choses. Vraiment? Non. Emma a expiré. Entre ses dents. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je n'étais pas surprise, mais je n'étais pas non plus ébranlée. Il y a eu un silence de sa part. Puis elle a dit doucement, tu as l'air différent. Suis-je plus forte? Je crois que oui. Nous avons parlé un moment de sa patience, d'un devoir qu'elle écrivait, du chat qui avait renversé sa lampe préférée, des choses du quotidien qui façonnent la vie. Lorsque nous avons raccroché, je n'ai plus ressenti cette douleur familière de l'absence. Je me sentais connectée, présente, pleine. Plus tard, j'ai passé l'après-midi à fouiller dans les tiroirs de la chambre d'amis. Non pas par urgence, mais parce que je me sentais prête à décider de ce qui comptait. J'ai trouvé une parure de lit que je n'avais pas utilisée depuis des années. Emma pourrait aimer ça. Une paire de boucles d'oreilles que j'avais gardées pour les 16 ans de Ruby avant d'apprendre que mes cadeaux étaient restés fermés dans des tiroirs ou avaient complètement disparu. Je les ai gardés longtemps. Argentées. Simples. Classiques. Je les avais achetées quand Ruby était encore bébé, imaginant le moment où elle se tiendrait devant un miroir, les glissant dans ses oreilles avant un bal de promo. Mais maintenant, elles me semblaient être les symboles de quelque chose qui ne m'appartenait jamais. Je les ai mises de côté, sans amertume, juste définitivement. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. À nouveau. Pas une lettre cette fois, juste une liste. Des choses que je ne devais plus. Des explications. Des secondes chances pour ceux qui gâchent les premières. Des excuses pour avoir pris de la place. Une place à une table qui ne fera pas de place. Silence. Et puis, à côté, j'ai écrit une autre liste. Des choses que j'ai encore. Mon nom, ma paix intérieure, mon esprit, ma maison, la voix de ma petite fille à mon oreille, qui me disait, plus forte.
J'ai déchiré la page et l'ai pliée en deux. Je l'ai collée au dos de la porte du placard, sous l'évier, là où je pouvais la voir, où je rangeais les gants de vaisselle et les éponges supplémentaires. Un lieu étrange pour la force, mais bien réel. Ce soir-là, j'ai remis la table pour une personne, mais cette fois, j'ai allumé 2 bougies, non pas parce que quelqu'un d'autre allait venir, mais parce que j'étais pleinement présente. Je me suis assise, j'ai servi ma soupe à la cuillère et j'ai murmuré, non pas pour faire du drame, ni pour me faire mal, mais parce qu'il fallait que je le dise, je suis toujours là. Et j'y étais. J'ai passé le premier dimanche de décembre à décorer la véranda. Rien de compliqué, juste une simple couronne de sapin avec un ruban rouge et 2 guirlandes lumineuses blanchot le long de la balustrade. Je ne l'ai pas fait pour les voisins ou par nostalgie. Je l'ai fait parce que je voulais que la maison brille pour moi, pour une fois. À l'intérieur, j'ai mis une bouilloire, allumé la vieille radio et laissé le jazz lent se diffuser dans les pièces. Avant, je décorais pour les enfants, des chaussettes avec leurs prénoms, des biscuits en forme d'étoile et le vieil ange en feutre qu'Emma avait confectionné à la maternelle. Mais cette année, il n'y aurait pas de chaussettes, pas de chaises supplémentaires, pas d'attente. Cette année, j'ai allumé le feu-tôt et j'ai préparé une place pour le thé, la mienne. Au moment où le soleil disparaissait derrière les maisons d'en face, le téléphone a sonné. C'était encore Greg. J'ai répondu, cette fois. Maman. Sa voix était plus faible que dans mes souvenirs. Je suis là, ai-je dit. Calme, ferme. Il y a eu un silence. Je ne pensais pas que tu décrocherais. Je sais. Un autre silence. Plus long. J'ai vu les papiers, dit-il. Enfin, de l'avocat, la fiducie, les changements. Je m'en doutais. Son souffle s'est arrêté, comme s'il s'attendait à un ton différent. Je ne comprends tout simplement pas. Après tout, je l'ai interrompu. Après tout, il s'est tu. Tu parles de l'argent? Il a fini par dire. Je parle du schéma, ai-je répondu. L'oubli, les appels tardifs, les anniversaires manqués, l'aéroport, la photo. Ce n'était pas intentionnel. Non, j'ai dit que c'était pire. C'était pratique. Voilà. La vérité à voix haute, sans excuse. Vous nous punissez, dit-il. Mais cela ressemblait moins à une accusation qu'à l'espoir que je nie. Rassure-le. Plie. Non, j'ai dit que je me libérais de mes obligations, de mes vieilles loyautés qui ne me suivaient qu'à sens unique, de la culpabilité que j'avais portée si longtemps que j'avais oublié la légèreté. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Marmonna-t-il. Je sais, sa voix se brisa. Nous sommes toujours ta famille. Non, Greg, j'étais ta famille. Tu n'es plus à moi depuis longtemps. Et c'est ainsi que nous avons pris fin. Pas en criant, pas avec résolution, juste avec une vérité dite assez doucement pour résonner pendant des années. J'ai raccroché, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé le lampadaire vaciller. Le lendemain, j'ai envoyé un petit paquet à Emma. À l'intérieur, les boucles d'oreilles en argent enveloppées dans un tissu doux, une copie du contrat de fiducie et un mot. Elles sont à toi. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu es venu. Porte-les quand tu as des doutes. Tu n'es jamais invisible dans cette maison. Ni à ce moment-là, ni maintenant, ni jamais. Elle m'a appelé 3 jours plus tard, pleurant et riant à la fois. Grand-mère, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Le jour où tu as demandé à venir me rendre visite. Le jour où tu es venu sans raison. Ce soir-là, j'ai allumé la cheminée et me suis assise dans sa chaleur. Dehors, la rue était calme, saupoudrée de la première neige de la saison. Je l'ai regardée tomber par la fenêtre, lente et propre. Et j'ai repensé à tous les Thanksgiving précédents, ceux que j'avais cuisinés malgré la douleur, ceux que j'avais vécus en silence, ceux auxquels j'avais été invitée par surprise. Et puis celui-ci, celui que je me suis offert. Pas de couteau à découper, pas de nappe, pas de deuxième portion, juste une promenade, un dîner, une part de tarte est la chose la plus claire que j'ai jamais goûtée. Pas d'amertume, mais de liberté. Et si vous lisez ceci, si vous avez déjà attendu quelqu'un qui a oublié de vous attendre, écoutez attentivement. Vous pouvez arrêter maintenant. Vous pouvez allumer une bougie. Vous pouvez acheter votre propre tarte. Et vous pouvez recommencer. Ici, maintenant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la.
Quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Votre silence a de la valeur. Votre place vous appartient, et vous n'avez pas besoin de permission pour la garder.